Quand je me suis effondrée à ma remise de diplôme, les médecins ont appelé mes parents 67 fois. Ils ne sont jamais venus. Des jours plus tard, toujours branchée à des machines, j'ai vu 65 appels manqués et un SMS. Nous avons besoin de vous. Répondez immédiatement. Le microphone a touché le sol avant moi. Je me souviens de ce détail avec une étrange clarté. Le craquement métallique creux contre la scène, le larsan traversant 3000 personnes, puis le plafond de l'auditorium Whitmore s'inclinant de côté d'une manière que les plafonds ne sont pas censés faire. J'étais en plein milieu de ma phrase, mon discours de major de promotion. Paragraphe fat, celui sur la résilience, qui, rétrospectivement, est soit la plus cruelle des ironies, soit exactement le bon endroit pour s'effondrer. Puis, rien. Je me suis réveillée 3 jours plus tard, aux soins intensifs du centre médical Saint Marcus, avec un brassard de tensiomètre gonflé sur mon bras gauche. Une femme que je ne reconnaissais pas vérifiait mes pupilles avec une lampe stylo et la main de mon grand-père enroulée autour de ma main droite, si complètement que cela ressemblait à un plâtre. Il portait toujours le costume qu'il avait repassé pour la remise des diplômes. Bleu marine, la pochette que je l'avais aidé à plier ce matin-là. Il n'était pas parti. La voilà, dit-il, doucement comme s'il se parlait à lui-même. Il m'a fallu encore 20 minutes pour comprendre ce qui m'était arrivé. Un glioblastome, une tumeur cérébrale de la taille d'une balle de golf logée dans mon lobe temporal droit, que la neurochirurgienne, le docteur Amara Os, expliquerait plus tard qu'elle avait grandi silencieusement pendant 1 à 2 ans, se cachant derrière des maux de tête que j'avais attribués au stress, derrière la fatigue que j'avais imputée au fait de travailler 3 emplois, derrière les nombres de mots que je ne pouvais pas retenir en tête vers la fin de ma thèse de fin d'études, une craniotomie d'urgence. Faire heure et 11 minutes sur la table. J'ai perdu une quantité importante de sang. L'hôpital avait appelé mes parents 67 fois. Ils ont pris l'avion pour Paris. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous dire qui je suis avant de vous raconter ce qui s'est passé, car le contexte est important. Je m'appelle Grace, j'ai 22 ans depuis mars dernier, la première personne de ma famille proche à obtenir un diplôme universitaire de 4 ans, major de ma promotion à l'université Alderman, avec une moyenne de 3,94 en biochimie. J'ai réussi en 4 ans, tout en travaillant 30 à 40 heures par semaine sur 3 emplois. Barista le matin dans un café du campus, assistante de laboratoire le week-end dans un centre de recherche privé et tutrice occasionnelle pour les étudiants de première année qui avaient besoin d'aide en chimie organique. Je mangeais beaucoup de ramen, je dormais environ 5 heures par nuit. J'ai postulé à toutes les bourses existantes et j'en ai obtenu 3, qui couvraient peut-être 40% de mes frais de scolarité. Le reste, je supposais qu'il provenait d'un fonds de scolarité que mon grand-père avait créé pour moi. Cette hypothèse était le mensonge central de toute ma vie d'adulte. Mais je ne le savais pas encore. Ma famille. Papa, Thomas Whitfield, 54 ans, conseiller financier, le genre qui est très bon pour gérer l'argent des autres et considérablement moins bon avec le sien. Maman Diane, 51 ans, architecte d'intérieur avec des goûts coûteux et une habitude de rénovation qui fonctionne indépendamment du budget. Ma sœur Meredith, 26 ans, coordinatrice marketing, qui a toujours été sans aucun doute le premier choix de mes parents pour tout. Celle dont ils ont assisté à la pièce de théâtre scolaire, dont les matchs de football ont rempli les gradins, dont l'acceptation dans une université d'État de niveau intermédiaire a provoqué une célébration avec traiteur, tandis que ma bourse d'études complète à Alderman a été accueillie par un hochement de tête. C'est super, chérie. Je ne vous dis pas cela pour que vous ayez pitié de moi. Je vous le dis parce que les schémas comptent. Et celui-ci fonctionnait depuis 22 ans avant de me montrer enfin ses crocs. Mon grand-père, James Ellison, le père de ma mère, était une toute autre histoire. Il avait bâti une petite entreprise manufacturière à partir de rien dans les années 1970, l'avait vendue en 2003 et avait passé les 20 années suivantes à être la personne la plus discrètement décente que j'ai jamais connue. Il conduisait une Buick de 10 ans. Il apportait son propre déjeuner à ses réunions d'investissement. Il me lisait des histoires quand j'étais petite et discutait avec moi quand j'étais plus âgée, et il était toujours là. Ma grand-mère, Elle Lanard, était décédée avant ma naissance, mais elle avait apparemment laissé une partie d'elle-même derrière elle. Un fonds spécifiquement pour moi, créé avant ma naissance, qui avait grandi pendant 2 décennies de gestion prudente, assez, me dirait mon grand-père, pour acheter une maison directement ou démarrer une entreprise ou faire, selon ses mots, tout ce dont tu as besoin pour ne jamais avoir à supplier qui que ce soit pour quoi que ce soit.
Je ne savais rien de tout cela pendant que je mangeais des ramen et prenais des heures de tutorat supplémentaires et calculais au dollar près si je pouvais me permettre une nouvelle paire de chaussures. Mon père savait. Mon père avait toujours su. La première chose que j'ai remarquée quand je suis devenue assez consciente pour remarquer des choses, c'est que mon grand-père avait l'air vieux d'une manière qu'il n'avait pas à 7 heures du matin quand il m'avait aidé à fermer la fermeture éclair de ma robe de remise de diplôme. Il avait 76 ans. Il allait bien, mais il avait l'épuisement particulier de quelqu'un qui s'était maintenu par la seule force de sa volonté pendant 3 jours. Et la volonté commençait à se voir. « Il semble qu'ils sachent, dit-il une fois qu'il fut sûr que je suivais. Ils ont choisi de ne pas venir. » J'ouvris la bouche. Il secoua la tête. « Non, dit-il doucement. Garde ta voix. Écoute juste. » Il me raconta les grandes lignes, les appels de l'hôpital, les vols manqués, non pas manqués par un mauvais timing, mais manqués parce qu'ils avaient été ignorés. Il me dit que ma mère avait posté des photos de Paris pendant que j'étais encore en chirurgie. Je les ai vues. Il dit « Ta cousine Dia m'a appelé. Mon téléphone était sur la table de chevet. Je ne pouvais pas l'atteindre sans arracher la perfusion. Grand-père l'a pris et l'a tenu de manière à ce que je puisse voir l'écran. Instagram de Meredith posté à 23h47 le jour où je suis allée au bloc. Une photo de ma mère et de ma sœur au pied de la tour Eiffel. Flûte de champagne levée, foulard de soie assorti. Ma mère riant de cette manière pleine et décomplexée qu'elle n'avait presque jamais à la maison. La légende disait « Enfin, voyage en famille à Paris. Pas de stress, pas de drame. 247 likes. » Un commentaire d'une amie de ma mère à l'université. « Tu le mérites. » Une réponse de ma mère. « Nous le méritons absolument. » Je regardais mon grand-père. Il me regarda en retour. Il n'y avait rien à dire, alors nous ne dîmes rien. Les appels manqués arrivèrent le 4e jour. J'avais été transférée de l'USI vers une chambre privée, plus petite, plus calme, avec une fenêtre donnant sur un parking en béton, ce que je trouvais étrangement réconfortant dans sa laideur. Le docteur O.A. était venu 2 fois ce matin-là, avait examiné le rapport de pathologie avec moi, avait expliqué le plan de traitement avec la manière prudente et méthodique de quelqu'un qui a appris à communiquer des informations difficiles au rythme exact que le cerveau humain peut absorber. La tumeur était agressive. Le traitement commencerait dans la semaine. Radiothérapie et chimiothérapie concomitantes. La chirurgie avait retiré environ 90% de la masse visible. Les 10% restants étaient la variable qui déterminait tout, et le docteur Hoy fut honnête quant à l'éventail des résultats sans être cruel. Je l'ai aimée immédiatement. Elle était directe et sans hâte, et elle me regardait dans les yeux tout le temps, ce qui semble être une exigence minimale, mais ne l'est pas. Elle est partie vers midi. Grand-père était allé à la cafétéria manger quelque chose que je lui avais fait promettre de manger. Mon infirmière, une femme nommée Rosario, qui travaillait au service d'oncologie depuis 14 ans et avait l'efficacité calme de quelqu'un qui a vu toutes les versions de la réaction humaine à la terreur, venait de changer ma poche de perfusion. J'ai pris mon téléphone. 65 appels manqués, 31 de papa, 22 de maman, 12 de Meredith, aucun message vocal, un SMS de papa envoyé à 6h47. Nous avons besoin de toi. Réponds immédiatement. Je l'ai regardé longtemps. Pas, nous arrivons. Pas, nous sommes désolés. Pas même, comment vas-tu? Nous avons besoin de toi. Présent, voix active. Le sujet de la phrase, c'était eux. Mes mains étaient très calmes. J'ai remarqué cette immobilité. L'absence du tremblement que j'aurais pu attendre. Ce que je ressentais n'était pas de la rage. Pas encore. C'était quelque chose de plus calme, quelque chose qui s'était construit pendant 22 ans et qui avait finalement atteint son fond. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la couverture. Quand grand-père est revenu, j'ai dit « Ils ont appelé ». Il s'est assis. Je sais. Le message dit qu'ils ont besoin de moi. Il est resté silencieux un instant. Ils ont découvert l'argent, a-t-il dit. Il l'a expliqué par morceaux au cours des 2 heures suivantes. La façon dont on explique quelque chose à une personne qui est encore en post-opératoire et ne devrait pas être contrariée. Prudemment, mesuré, en faisant des pauses quand mon visage lui disait de faire une pause. Ma grand-mère, Hélène Lanner, avait créé le fonds avant ma naissance. Il avait grandi pendant 22 ans grâce aux intérêts composés et à la gestion attentive de grand-père pour atteindre un peu plus de 340 000 $. Mon père en avait connaissance depuis le mariage de mes parents. Mon grand-père avait clairement répété que le fonds était le mien, pas celui de la famille, non négociable, non soumis à redistribution.
Il me serait transféré directement à mes 22 ans ou à l'obtention de mon diplôme universitaire selon la première éventualité. Il y a 4 ans, quand j'ai commencé à Alderman, mon père avait appelé mon grand-père. Il a dit qu'il avait besoin d'aide pour tes frais de scolarité, a dit grand-père. Il a dit que tu avais des difficultés et qu'il ne pouvait pas couvrir la totalité du montant. Il m'a demandé de faire un chèque. Je n'ai rien dit. Je l'ai fait. Grand-père lui a dit, parce que c'était ton père et que je faisais confiance que le chèque était de 41 200 $, la totalité de mes frais de scolarité de première année à Alderman plus le logement et la nourriture. Il l'a encaissé, a dit grand-père, dans les 3 jours. Mes frais de scolarité cette année-là avaient été payés par la bourse que j'avais obtenue. Le logement et la nourriture, je les avais couverts grâce à mon travail sur le campus. Les 41 200 $ étaient partis. J'apprendrai plus tard, grâce au relevé bancaire obtenu par l'avocat de grand-père, dans un compte de rénovation de maison, des comptoirs en marbre, un îlot de cuisine, une rénovation de salle de bain principale, le carrelage personnalisé que ma mère avait posté sur sa page Facebook en novembre de ma première année. Il avait rappelé l'année suivante, un autre chèque, 38,70 $. Autre histoire. J'avais besoin d'un ordinateur portable, de frais de laboratoire, des dépenses pour les matériaux de dernière année. 3e année, 29 400 $. Un fonds de remise de diplôme, il a dit à grand-père de s'assurer que je puisse célébrer correctement. La 4e année, il avait demandé 44 000 $. À ce moment-là, grand-père avait discrètement engagé quelqu'un pour vérifier où étaient passés les chèques précédents. La réponse était arrivée dans un dossier sur son bureau 3 semaines avant ma remise de diplôme. « J'allais te le dire à la remise de diplôme », dit grand-père. Après la cérémonie, j'avais tout préparé. Il fit une pause. « Puis tu es tombé. » Je regardais la fenêtre. Le parking. Une mouette assise sur une corniche en béton, complètement indifférente à tout cela. « Combien reste-t-il » demandai-je après ce qu'il avait pris, dit grand-père. « Et ce que le fonds a continué à rapporter ?» Il fit une pause. « Un peu plus de 280 000 $, qui te sont directement transférés. Les papiers sont prêts. Je pensais au ramen, aux 5 quarts de travail au Café Ram, aux chaussures que j'avais décidé de ne pas pouvoir me permettre. Au semestre que j'avais failli abandonner parce que j'avais mal calculé mon budget de 400 $ et ne savais pas comment j'allais le couvrir. Mon propre argent finançant les comptoirs de ma mère. La mouette s'envola. Ils arrivèrent le 5e jour. J'entendis ma mère avant de la voir. Le rythme particulier des talons sur le linoléum de l'hôpital, confiant, possessif, la démarche de quelqu'un qui a décidé à l'avance que la pièce lui appartient. Elle entra devant mon père, devant Meredith, les bras déjà ouverts. Le câlin effectué avant qu'elle n'ait même franchi le seuil. Je ne bougeais pas pour le rencontrer. Elle dut compléter le geste autour d'un corps qui ne participait pas. « Nous sommes venus aussi vite que possible, bébé, » dit-elle dans mes cheveux. « Le Louvre était ouvert hier, dis-je. »« J'ai vu les photos. » Elle recula. Son visage fit quelque chose de compliqué. Un éclair rapidement maîtrisé. La brève visibilité de la machinerie derrière l'expression. « Grace, tu étais à la Tour Eiffel pendant que j'étais sur la table d'opération, » dis-je. Meredith a posté une photo. Tu as répondu à un commentaire, un battement. Nous ne savions pas à quel point c'était grave. L'hôpital a appelé 67 fois. Je dis, le docteur Amara O elle-même a appelé 4 fois. Le chirurgien traitant, 14 ans de neurochirurgie. Elle t'a appelé 4 fois. Ma mère ouvrit la bouche et puis Meredith entra, portant des sacs de courses dans ma chambre d'hôpital. Des sacs fourre-tout, en fait, le genre en papier rigide avec des poignées en corde qui viennent des boutiques. 3 d'entre eux. Elle regardait son téléphone en marchant et elle leva les yeux avec l'expression lumineuse, légèrement distraite de quelqu'un qui est arrivé à un événement auquel il était obligé d'assister. « Tu as meilleure mine que ce à quoi je m'attendais » dit-elle. Mon grand-père, assis sur la chaise dans le coin, fit un bruit que je ne peux décrire que comme involontaire. « J'ai subi une opération au cerveau, dis-je. » Meredith inclina légèrement la tête. La façon dont on fait quand quelque chose est techniquement vrai, mais ne semble pas pertinent pour la conversation actuelle. « Je sais, dit-elle. C'était si effrayant quand nous avons entendu, mais tu as l'air totalement bien. De toute façon, nous avons écourté le voyage de 2 jours, donc tu sais, nous sommes là. » Je la regardais, debout là avec ses sacs de boutique dans une salle de récupération d'oncologie, et quelque chose en moi devint très très silencieux. « Asseyez-vous, dis-je. Tous. » Mon père adopta d'abord l'approche douce. Il le faisait toujours. C'était sa tactique de négociation la plus fiable. Yeux fatigués, voix mesurée,
remords soigneusement calibrés. « Nous t'avons déçu, dit-il. « Je sais ça, je sais que tu sais, dis-je. Voici ce que je sais aussi. » Grand-père a proposé de payer mes frais de scolarité. Tu l'as appelé 4 fois en 4 ans et tu as encaissé 4 chèques totalisant 153 000 $. Mes frais de scolarité étaient couverts par des bourses que j'avais obtenues. L'argent est allé dans votre maison. Un silence si complet que j'entendais l'équipement de surveillance dans le couloir. Ma mère commença à parler. « Ne fais pas ça, dit mon grand-père. » Un mot, pas de volume, température absolue. Elle s'arrêta. « Cet argent était destiné à l'éducation et à l'avenir de Grace, dit-il, regardant mon père comme j'imagine qu'on regarde quelqu'un qui a confirmé notre pire évaluation d'eux. Pas votre rénovation, pas la fête de fiançailles de Meredith, pas Paris. C'était une discussion familiale, commença mon père. Nous étions tous d'accord que le ménage, c'était du vol, dit mon grand-père. Le mot tomba comme une pierre dans l'eau calme. Pas de drame, juste le fait. Ma mère changea de tactique. Elle était douée pour ça. Le pivot, le nouvel angle, le détournement émotionnel. Je l'avais vu faire ça toute ma vie. Les larmes vinrent, de vraies larmes. Je pense que j'ai appris à faire la différence la plupart du temps et ceci semblait authentique, ce qui a presque empiré les choses. Chaque fois que je te regarde, je la vois. Elle a dit Eleanor, ta grand-mère. Elle m'a fait me sentir inutile pendant 30 ans, Grace. Chaque pièce où j'entrais avec ton père, elle trouvait quelque chose à elle, à presser ses doigts sur sa bouche et tu as son visage. Tu lui ressembles exactement. Je sais que ce n'est pas juste. Je sais que ce n'est pas ta faute. Mais chaque fois que je te regardais, je sentais qu'une partie de moi comprenait. Une petite partie endommagée qui avait passé des années à essayer de résoudre l'équation du pourquoi. Le reste de moi se souvenait d'avoir 7 ans, courant dans le couloir avec un dessin que j'avais fait de notre famille. Crayon, papier de construction, le genre de dessin qui n'existe que pour être tenu et témoigné, et de voir les yeux de ma mère passer devant moi vers Meredith sans s'arrêter. « Je ne suis pas elle, ai-je dit. Je ne l'ai jamais été. Tu as puni une enfant pour les péchés d'une femme morte. » Ma mère a couvert sa bouche. Et toi, je me suis tournée vers mon père. Il regardait le sol, ce qu'il faisait pendant la majeure partie de cette conversation. Tu l'as regardé faire pendant 22 ans. Tu n'as rien dit parce que c'était plus facile, parce que ça te coûtait moins cher que l'alternative. Il ne l'a pas nié. C'était ça, mon père. Il était honnête dans les moments où l'honnêteté n'était plus utile. Grand-père a fouillé dans sa veste et a sorti une enveloppe Kraft, le genre avec le fermoir métallique. Il l'a posée sur le lit à côté de moi avec la délibération de quelqu'un qui accomplit un geste qu'il avait planifié depuis longtemps. « C'est à toi, a-t-il dit, transféré directement sur un compte à ton seul nom. Les papiers ont été déposés ce matin. » Les yeux de ma mère se sont fixés sur cette enveloppe comme je n'ai jamais vu des yeux se fixer sur quelque chose quand l'instinct de survie l'emporte sur la performance sociale. « Grace, dit-elle prudemment, quoi qu'il y ait là-dedans, nous sommes une famille. Nous devrions en parler ensemble. »« Je sais ce que tu penses, ai-je dit. Et non, tu es égoïste. » Meredith a commencé. « Tu as posté des photos de vacances pendant que j'étais en chirurgie, ai-je dit. » Elle est restée silencieuse. Meredith, j'ai regardé ma sœur. Je l'ai vraiment regardée. Peut-être pour la première fois depuis des années. Elle portait un nouveau chemisier que je ne reconnaissais pas. Ses cheveux étaient frais de chez le coiffeur. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait passé les 5 derniers jours à faire exactement ce qu'elle voulait faire. Comprends-tu que j'étais sur une table, le crâne ouvert, pendant que tu buvais du champagne à Paris? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Je ne fais pas ça pour me venger, ai-je dit. Et je le pensais. Il ne s'agit pas de te punir. Grand-mère Eleanor voulait que j'aie des options, que j'aie une vie où je n'aurais jamais besoin de supplier qui que ce soit pour quoi que ce soit, où je pourrais quitter une situation qui me faisait du mal. J'ai regardé autour de la pièce. Elle avait plus raison qu'elle ne le savait. Elle le savait. J'ai regardé mon père. Voici ce qui va se passer ensuite. L'avocat de grand-père, Martin Shaw, il est spécialisé en droit des successions depuis 26 ans, dépose une plainte civile formelle contre vous pour détournement de fonds éducatifs désignés. Nous avons les relevés bancaires, nous avons les chèques originaux, tous deux avec des annotations de mémos indiquant une utilisation éducative. Nous avons vos relevés téléphoniques montrant les appels à grand-père demandant des fonds en mon nom. Le visage de mon père avait pris le gris particulier d'un homme regardant une porte se fermer. Grace, nous avons aussi les reçus de la rénovation, ai-je dit. Daté,
détaillés. L'entrepreneur que ta mère a utilisé les a soumis à l'assurance. Martin les a assignés il y a 2 semaines. Tu as planifié ça? Grand-père a planifié ça? J'ai dit depuis mars, depuis qu'il a reçu le rapport de vérification. Il allait me le dire à la remise des diplômes. J'ai fait une pause. Puis, je suis tombée. Ma mère a regardé mon père. Il a regardé le sol. Le dépôt a lieu lundi, a dit mon grand-père. À moins qu'il n'y ait une raison impérieuse, une raison légale documentée pour laquelle cela ne devrait pas l'être. Personne n'a parlé. Mon téléphone a vibré sur la couverture à côté de moi. Je l'ai pris en main, j'ai regardé l'écran, et toutes les personnes présentes dans cette pièce ont vu mon visage faire quelque chose qu'il n'avait apparemment pas fait depuis 5 jours. J'ai souri. L'appel venait du docteur, la coordinatrice de recherche d'OE, une femme nommée Claire Bautista, appelant des bureaux du National Neurological Research Consortium. J'avais postulé 8 mois plus tôt pour une bourse de recherche, un poste financé de 2 ans, entièrement rémunéré, rattaché à un essai clinique étudiant le gliome résistant au traitement, la catégorie exacte de tumeur, qui était actuellement le fait central de ma vie. J'avais écrit la candidature à 1h du matin, après un service de barista de 6h dans l'application de notes de mon téléphone, parce que mon ordinateur portable était en charge dans l'autre pièce, et j'avais peur que si je me levais, je me dissuaderais de soumettre. On m'avait offert un poste, a expliqué la coordinatrice. La bourse comprenait une couverture complète d'assurance maladie, une allocation annuelle de 58 000 $ et une place dans l'essai en cours du Dr Hoy, ce qui signifiait que le médecin qui gérait maintenant mes soins serait aussi professionnellement mon collègue. Dr Hoss vous a recommandé spécifiquement, a dit Claire. Elle a dit qu'elle ne le faisait pas souvent. Elle voulait que vous le sachiez. Je l'ai remerciée. J'ai dit que je rappellerais pour confirmer les détails. J'ai posé le téléphone. Ma mère me regardait avec l'expression prudente de quelqu'un qui essaie de comprendre une situation qui n'est plus lisible pour elle. « Bonne nouvelle », a-t-elle dit, essayant d'être chaleureuse. « Oui », ai-je dit. Je ne leur ai pas dit ce que c'était. Cela me semblait important, non par cruauté, mais par la simple reconnaissance que certaines choses m'appartenaient désormais. Et je pouvais décider quoi partager et avec qui et quand. Martin Shaw a déposé la plainte civile lundi. Il avait 62 ans, ancien procureur de comté, 26 ans dans le droit successoral et civil, et il avait l'économie particulière d'un homme qui a appris que les manœuvres légales les plus efficaces sont aussi les plus discrètes. Il a déposé en mon nom une demande de 153 400 $, le total des 4 chèques que mon père avait détournés, plus les frais de justice et les dommages consécutifs documentés, qui comprenaient 4 années d'emploi inutiles et le stress financier de subvenir à mes besoins pendant mes études avec de l'argent que je n'avais pas eu besoin de gagner. Je n'étais pas dans la pièce quand il a déposé. J'étais dans mon lit d'hôpital à regarder un documentaire sur les poissons des grands fonds, ce qui me semblait approprié d'une certaine manière. Des créatures qui s'étaient adaptées pour survivre dans l'obscurité totale, construisant leur propre lumière de l'intérieur. Mon père a retenu un avocat à la fin de la journée de lundi. L'avocat, selon Martin, a immédiatement tenté de négocier un règlement privé. La réponse de Martin, qui m'a été transmise lors d'un appel téléphonique ce soir-là, était 3 mots. À jeudi. Le problème avec les plaintes civiles, c'est qu'elles deviennent des documents publics. Et les documents publics, dans un monde avec Internet, ont une façon d'être trouvés. Un ami de la famille, quelqu'un qui avait assisté à la fête d'anniversaire de mes parents il y a 2 ans, quelqu'un avec qui ma mère avait posté des photos en vacances, quelqu'un dans cette orbite sociale particulière de la normalité banlieusarde que mes parents avaient toujours habité, a envoyé un SMS à ma mère mardi lui demandant si tout allait bien. Ma mère m'a appelé 3 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un SMS. « Pouvons-nous juste parler, Grace ?» En famille. J'ai répondu « Martin Shaw est le point de contact maintenant. » Son numéro est dans l'email qu'il vous a envoyé. Mon père a appelé mon grand-père. Grand-père a écouté ce qui a été dit. Puis, selon ce qu'il m'a dit plus tard, il a répondu « Tu aurais dû y penser avant que tu n'encaisses le premier chèque » et a raccroché. Meredith m'a envoyé un DM sur Instagram. Pas un SMS, un DM, ce qui m'a dit qu'elle avait regardé mon profil, ce qui m'a dit qu'elle était en train de penser à l'image. Le DM disait « Je veux que tu saches que je n'étais pas au courant pour l'argent. Vraiment pas. Je sais que ça ne répare rien. J'avais juste besoin de le dire. Je l'ai regardé longtemps, puis j'ai répondu « Je te crois. »
Ça ne change rien à ce qui s'est passé, mais je te crois. Elle n'a pas répondu. Peut-être qu'elle s'attendait à quelque chose de différent. Peut-être qu'elle s'attendait à ce que j'ouvre une porte. J'avais ouvert une porte, juste pas celle qu'elle voulait. Le traitement a commencé un mercredi. Radiothérapie et chimiothérapie concomitantes, le protocole standard pour mon type de tumeur, administré à 5. Marcus 3 fois par semaine. Le docteur Oey m'a guidée à chaque étape avec la même précision calme qu'elle avait utilisée depuis le début. Elle ne m'a pas menti sur les chances, les effets secondaires ou le paysage de ce à quoi ressemblerait l'année suivante. Elle ne m'a pas non plus laissé catastrophiser, ce qui était tout aussi utile. « Vous êtes jeune », a-t-elle dit. « Vos marges chirurgicales étaient propres. Les données de l'essai sont prometteuses. Rien de tout cela n'est une garantie, mais les variables sont en meilleure forme que la plupart de ce que je vois. » « La plupart ?» ai-je dit. « Grace », a-t-elle dit avec ce qui aurait pu être presque un sourire. « Vous êtes major de promotion en biochimie. Vous savez ce que signifient les statistiques cliniques ?» « Je sais ce qu'elles signifient, ai-je dit, je demande quand même. »« Oui, » a-t-elle dit, « la plupart. » J'ai apprécié l'honnêteté. Je l'avais toujours fait. Rachel, ma colocataire de fac, la femme qui se tenait dans le coin de ma chambre d'hôpital quand ma famille est arrivée et qui avait fait un bruit sec quand Meredith est entrée avec ses sacs de boutique, m'a conduite à tous les rendez-vous de traitement pendant les 6 premières semaines. Elle avait obtenu son diplôme en même temps que moi, avait un emploi qui commençait en août dans une entreprise de biotechnologie en ville et avait réorganisé toute sa vie autour de mon programme de traitement, sans qu'on le lui demande et sans en faire une conversation. J'ai essayé de lui dire une fois à quel point cela comptait. Elle a dit « Je sais, arrête d'en parler. Qu'est-ce que tu veux de Panera ?» Les plaintes civiles ont été réglées à l'amiable 11 semaines après le dépôt de Martin. L'avocat de mon père a contacté Martin la semaine précédente, l'audience prévue avec une offre écrite. Martin me l'a apporté un jeudi après-midi, assis en face de moi à une table pliante dans mon nouvel appartement, un 2 pièces au 4e étage d'un immeuble qui sentait le vieux bois et le bon café que j'avais loué le jour où mon virement de compte avait été effectué. L'offre était de 110 000 $. Mon père, l'avocat, avait inclus une lettre expliquant que les 143 pas 400 $ n'étaient pas liquides et qu'un règlement immédiat éviterait les frais et la publicité d'une audience complète. J'ai regardé l'offre. J'ai regardé Martin. « Qu'en penses-tu » ai-je demandé. « C'est en dessous de ce qui t'est dû » a-t-il dit. « Mais la contre-offre est à toi de décider. Pouvons-nous aller chercher le reste ?»« Nous le pouvons » a-t-il dit. « Cela prendra plus de temps. Ce sera du domaine public lors de l'audience complète. Il est fort probable que cela soit rapporté. Étant donné que le cabinet de conseil financier de votre père a des clients qui suivent l'actualité locale, j'y ai pensé. Contre-offrez 140, ai-je dit. Donnez-leur 72 heures. Ils ont accepté en 24 heures. L'argent est arrivé par virement bancaire un mardi matin. J'étais assise à ma table de cuisine en train de boire du café quand la notification est arrivée. 140 000 $, versés sur le compte qui contenait également les fonds de grand-mère et les Lanard. Je suis restée un moment avec ça, le chiffre sur un écran, le poids de ce qu'il représentait. Puis j'ai appelé Rachel. « C'est arrivé, ai-je dit. »« Bien, » a-t-elle dit. « Je t'emmène dîner. Un bon dîner. Ne discute pas. »« Je ne discute pas, » a-t-elle dit. « Mais tu devrais savoir que je vais commander le homard. »« Commande aussi, ai-je dit. » Mes parents ne m'ont pas contacté depuis le règlement. C'était il y a 6 mois. Ma mère a envoyé un seul SMS 3 jours après le virement, disant « J'espère qu'un jour tu comprendras que nous t'avons aimé de la seule façon que nous connaissions. » Je l'ai lu. J'y ai réfléchi quelques jours. Puis j'ai répondu « Je sais. Je sais aussi que ce n'était pas suffisant. J'espère que vous trouverez une meilleure façon. » Elle n'a pas répondu. Mon père ne m'a pas contacté du tout. Je ne sais pas si c'est de la fierté, de la honte ou une combinaison des deux qui n'a pas de nom clair. J'ai arrêté d'essayer de catégoriser ces silences. Meredith et moi avons parlé 2 fois. De vraies conversations, pas des messages privés. Elle a appelé à l'improviste un dimanche soir et j'ai répondu principalement par surprise. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle m'a raconté des choses sur notre enfance que je savais et d'autres que je ne savais pas. Elle m'a dit qu'elle était en thérapie depuis 2 mois. « Je pensais être la préférée », a-t-elle dit. « Je n'avais pas réalisé ce que cela te coûtait. »« Je sais », ai-je dit. « Est-ce que ça compte ?» a-t-elle demandé. « Que je ne savais pas. » J'y ai réfléchi honnêtement.
Ça compte un peu, ai-je dit. Pas autant que ce que tu fais maintenant. Elle a été constante depuis. Elle se présente quand elle dit qu'elle le fera. Elle ne joue pas la comédie. Nous ne sommes pas proches. Pas encore. Peut-être jamais comme des sœurs sont censées l'être, mais nous parlons. C'est déjà ça. Grand-père et moi dînons tous les dimanches. Il conduit sa Buick de 10 ans jusqu'à mon appartement et apporte quelque chose qu'il a cuisiné, qui est toujours soit un rôti de bœuf, soit une soupe de légumes qui est à la fois extrêmement simple et extrêmement bonne. Nous mangeons à ma table de cuisine et nous disputons sur l'actualité et parlons de grand-mère Eleanor, dont j'apprends de plus en plus chaque semaine. Son entêtement, son rire, la façon dont elle avait un jour rendu un bijou coûteux que mon grand-père lui avait acheté parce qu'elle pensait que l'argent serait mieux utilisé ailleurs. « Elle t'aurait aimé », a-t-il dit un dimanche d'une manière qui signifiait quelque chose de plus grand que la phrase elle-même. « J'ai son visage », ai-je dit. « Plus que ça », a-t-il dit. « Tu as son sens de la valeur des choses. Je suis à 6 mois de ma bourse. La recherche est extraordinaire. Je passe mes journées dans le même hôpital où je me suis réveillée sans savoir si j'allais survivre, travaillant aux côtés du docteur Ossé et d'une équipe de 7 autres chercheurs étudiant les mécanismes qui rendent les tumeurs comme la mienne résistantes aux traitements standards. L'ironie ne m'échappe pas. La maladie qui a fait s'effondrer ma vie est aussi ce que je passe maintenant ma vie à étudier. Je ne sais pas comment appeler ça. J'ai décidé que je n'avais pas besoin de l'appeler quoi que ce soit. Mon propre traitement continue. La dernière imagerie a montré que la masse résiduelle n'avait pas grossi. Le docteur O a utilisé le mot « encourageant ». J'ai appris au cours des 8 derniers mois à considérer l'encourageant exactement pour son poids. Ni plus, ni moins. Je vis seule, ce que j'apprécie. Mon appartement a une bonne lumière et une étagère que j'ai construite de toutes pièces en utilisant un tutoriel YouTube et le mauvais tournevis. J'ai commencé à cuisiner de vrais plats, ce qui semble mineur et ne l'est pas. J'ai acheté des chaussures que j'aimais au prix fort sans calculer ce que je perdais. Ma grand-mère a mis de côté un fonds avant ma naissance. Elle l'a appelé de sa propre écriture sur la lettre que grand-père m'a donné un fonds de liberté. La liberté qu'elle avait écrite pour quitter ce qui te nuit. La liberté de rester là où tu es apprécié. La liberté de construire quelque chose qui n'appartient qu'à toi. Je pense beaucoup à cette lettre. Elle ne m'avait jamais rencontrée. Elle était morte avant que je ne prenne mon premier souffle. Mais elle avait regardé vers un avenir qu'elle ne verrait jamais et avait décidé que quelle que soit cette fille, elle méritait une issue. J'ai la lettre encadrée sur mon mur. Le cadre est bon marché, un simple cadre noir de la pharmacie. Un jour, j'en aurai un plus joli. Pour l'instant, c'est exactement ce qu'il doit être. Je me suis effondrée devant 3000 personnes le plus beau jour de ma vie. Et je me suis réveillée auprès de la seule personne qui était restée. Le reste, l'argent, le règlement, le dossier, le SMS à propos du Louvre, ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est la main de mon grand-père, le costume de marin, la pochette, le fait qu'il soit resté assis sur cette chaise pendant 3 jours dans les mêmes vêtements, refusant de partir parce que quelqu'un devait être là quand j'ouvrirais les yeux. L'histoire, c'est que quand j'ai enfin cherché la définition de la famille, la vraie, pas celle que mes parents utilisaient comme une quête, ça lui correspondait exactement. Tout le reste n'était que paperasse et j'avais une très bonne documentation.